Ну, давайте начнем. Добрый день, дорогие друзья. Bonjour à toutes et à tous. Для наших французских зрителей, я уже вижу, что они есть. Хочу сразу сказать, что Chers amis, je suis ravie de vous saluer à la première conférence dans le cadre de notre nouveau cycle dont le titre est Les académiciens au CRSC. Le membre du Présidium, président adjoint, membre correspondant de l'Académie des sciences russes, Vladimir Ivanov, inaugure ce cycle. Dans le cadre de ce nouveau cycle, nous avons l'intention d'organiser conjointement avec l'Académie des sciences russes et les partenaires français une série des conférences des membres de l'Académie des sciences russes et aussi des experts et des scientifiques russes et françaises sur les sujets pertinents. Donc, les études des processus mondiaux, la théorie de la révolution humanitaire et technologique, l'écologie des technologies, le développement des systèmes d'innovation sont le sujet de l'étude de notre invité d'aujourd'hui. Vladimir Ivanov est expert dans le développement des territoires à forte concentration de potentiel scientifique et technique, ce qu'on appelle les naukograd, cités scientifiques. Donc, le sujet de son intervention, c'est la science et les défis mondiaux de nos jours, et plus que jamais d'actualité, crise économique, changement climatique, catastrophe d'origine humaine, la pandémie de Covid-19, ont particulièrement mis accent sur le rôle de la science dans la société moderne. À la fin de la partie principale, vous pourrez avoir des réponses à vos questions. Vous prions de nous faire parvenir des questions dans la catégorie chat de notre conférence, pas dans la rubrique questions-réponses. Ainsi, tous les participants pourront avoir, tous les participants spectateurs pourront avoir une réponse à leurs questions. Nous sommes également intéressés d'où, de quelle ville, de quel pays vous nous regardez. Nous sommes en connaissance et vous pouvez communiquer cette information dans le chat aussi. Je tiens à vous saluer de nouveau et souhaiter à tous les participants une conversation vive et intéressante et de nouvelles découvertes. Et je passe la parole à Vladimir Ivanov. Merci, Monsieur Volkov. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau cycle des conférences. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui est la science et les défis mondiaux de l'époque contemporaine. Je crois que vous avez compris, d'après le discours de M. Volkov, pourquoi on commence par ce sujet-là. Je pourrais vous dire juste une chose. La science fondamentale, elle travaille avec
les règles de la loi et de la loi de l'événement de la société. Et donc, notre idée est de définir comment notre société va évoluer. Je vous présente mes excuses. Nous commençons notre conférence donc, avec notre premier slide. On va voir, on va suivre les étapes de développement de la société. Donc, on peut distinguer plusieurs étapes. Tout d'abord, il fallait tout d'abord survivre dans l'environnement où il n'était pas toujours facile. Certainement, avec l'apparition des premiers humains sur notre planète, il y avait des conditions assez difficiles. Et en fait, sa force des muscles, si vous voulez, sa physique ne suffisait pas pour la survie normale. Et grâce à son cerveau bien développé, il pouvait trouver des solutions qui n'étaient pas possibles pour les êtres vivants sur Terre. Donc, grâce à ceci, il a eu des outils qui lui permettaient tout d'abord de faire la chasse, de construire son lieu d'habitation et d'avoir des animaux. Donc, le premier humain, il a réussi à survivre sur Terre. Puis, la deuxième étape, c'était l'aménagement du territoire. Tout d'abord, c'était des territoires juxtaposés, où en fait, tout d'abord, c'était très proche, où ils pouvaient juste aller à pied. Et puis, on a eu des roues et plusieurs véhicules qui ont apparu. Puis, on a passé à l'aménagement du territoire maritime. Et donc, l'être humain a pu déjà traverser les rivières, les fleuves, des océans. On voit le début des technologies qui sont toujours en évolution. Par exemple, ce que c'est une voile? Une voile, c'est la force de levier. On voit ici les lois physiques du vent qui les fait bouger. Comment les vaisseaux ont réussi à s'échanger de l'information? C'était toujours le même signal qui a été utilisé, c'est point tiré. Et c'est le début du développement des technologies digitales. Et donc, après l'aménagement du territoire, en parallèle avec l'aménagement du territoire, l'être humain était obligé de travailler et de comprendre le développement technologique et d'innovation. On a vu l'optique, la mécanique, la poudre. On a eu des systèmes techniques assez difficiles qui, à l'époque, s'appuyaient que, par exemple, des moulins à l'eau qui ont permis d'élaborer les produits de l'agriculture. Et ce mouvement, ce développement, il était toujours en évolution. L'étape prochaine de nouvelles relations économiques, c'était la croissance économique, ce qu'on voit en développement depuis 150-200 ans. Donc, nous sommes en nouvelle étape là. Et pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est comme étape. Et moi, je vais traiter dans mon discours cette partie-là, ce qu'on va attendre. Pour ne pas aller trop loin, on revient un peu au XXe siècle. Le progrès technologique est vite rapide. La question principale, ce que c'est capitalisme et pourquoi ça existait. On commence par la notion du capitalisme qui a été proposée par Henry Ford. Nous connaissons bien cette personnalité du XXe siècle. C'est lui qui était au moteur de l'industrialisation. Et si moi je pose une question, qu'est-ce qu'a fait Henry Ford? Est-ce que vous connaissez ce qu'il a fait?
Et en fait, une réponse qu'on entend, c'est lui qui a inventé un véhicule, donc l'auto. Mais en effet, ce n'était pas le cas. Donc, ce n'est pas trop le cas parce que le prototype de l'automobile a été donc, en Allemagne. L'autre chose qu'on appelle, c'est lui qui l'a fait en convoyeur ou une sorte de chaîne, mais ce n'était pas lui non plus. Ford, il a conquis tout le marché. Il a conquis tout le marché. On pourrait dire que, par exemple, les producteurs d'automobiles français, Citroën, ils refusaient cette idée parce qu'ils croyaient qu'à l'époque, l'automobile n'était que le produit de luxe, pas pour tous. Oui. Henry Ford, il disait que ce véhicule qu'il a élaboré, automobile, devait être de grande portée. Et le but de l'entreprise est de produire pour la consommation et pas pour le profit ou la spéculation. Et les conditions d'une telle production sont pour que ces produits soient au service plutôt du peuple et pas seulement d'un seul producteur. Dès que le peuple se rend compte que ce producteur, ça ne sert pas, ça fait un approche. Le profit uniquement, ce n'est pas pratique. Son but est d'augmenter les prix pour consommateurs et de réduire les salaires pour les employés. C'est une position assez intéressante, mais avec le temps, la situation a bien changé. Au début du XXIe siècle, on voit déjà la situation a bien changé. On a bien vu que le capitalisme et le socialisme n'ont pas réussi à résoudre la tâche principale et trouver une solution pour ceci. Par exemple, nous avons déjà survécu plusieurs crises économiques. Devant nous également des crises politiques des pays différents. Nous observons également des conflits de guerre locaux, par exemple. Sur les frontières de la Fédération russe, on a eu tout récemment un conflit de guerre aussi. À part ça, on a des changements climatiques et des catastrophes technogènes. Actuellement, nous pouvons constater que le monde est pour l'instant en étape de transition. Mais vers quel état, on ne sait pas pour l'instant. Donc, la croissance intensive de produits de haute technologie. Et leur vision, comme je vous ai dit, on a commencé par des outils tout primitifs, mais aujourd'hui, les technologies contemporaines, ils représentent des mécanismes bien sophistiqués et difficiles. Est-ce que vous vous souvenez combien coûtait à l'époque, par exemple, il y a 50 ans, une voiture, l'automobile? Ce produit était plutôt pour la classe sociale bien élevée. Et maintenant, tout le monde peut se permettre d'acheter une voiture, une automobile. Et on voit tout d'abord l'augmentation de la qualité et en même temps la réduction du prix d'un véhicule. Puis, prochaine étape, c'est l'accès vers les ressources. Et il y a longtemps, lorsque la population a découvert le pétrole, on en avait beaucoup. Mais après, le pétrole est devenu l'un des produits principaux. Pas uniquement pour la production énergique, mais aussi pour la chimie d'actualité. En tout ce qui concerne les matières premières et la production de pétrole lui-même. Et la consommation d'énergie, il nécessite constamment la production d'autres ressources. Et c'est de plus en plus difficile, son extraction devient de plus en plus difficile.
On a bien sûr des endroits bien utilisés où on a un accès très facile pour après le livrer dans n'importe quel coin du monde. Et puis, on a d'autres types d'extraction qui demandent des capacités plus sophistiquées pour pouvoir l'extraire et le livrer. C'est en ce qui concerne les matières premières. Mais actuellement, notre ressource principale, c'est l'argent. Mais ce qu'on voit toujours, c'est l'accès vers ce type de ressources et devient de plus en plus difficile. On a toujours de nouveaux produits de marché, produits financiers, et gagner de l'argent devient de plus en plus difficile. C'est l'un des défis du monde contemporain, c'est l'accès vers les ressources. Puis, on a la révolution des biens de première nécessité. Tout d'abord, les valeurs, à notre origine, les valeurs principales ont été basées sur la religion. Mais actuellement, on a un nouveau système de valeurs qui est formé. Beaucoup de conflits. En fait, ils ont eu pour base la différence de ces valeurs. Par exemple, on voit bien le changement d'attitude envers la famille. Et il faut qu'on l'étudie bien, ce sujet. Et en fait, tous ces aspects-là, ils ont créé l'inégalité sociale, économique et informationnelle. C'est également un problème principal. On a toujours des contradictions. D'abord, ce sont de petites contradictions, puis antagonistes, et puis ça engendre un conflit de grande ampleur. Et donc, à partir de ces aspects-là, on doit comprendre comment on peut nous situer dans le monde contemporain afin de ne pas avoir la situation détériorée d'ampleur catastrophique. Moi, je vous propose de rappeler Joseph Stiglitz, le lauréat du prix Nobel, qui a proposé une approche bien intéressante. Les réflexions des économistes comme Adam Smith sur l'autorégulation du marché. Parfois, ces idées n'étaient pas toujours correctes. Selon Stiglitz, la vérité se réside que la plupart des erreurs se résument à une seule erreur de système, c'est l'illusion que les marchés sont capables d'autorégulation. Adam Smith et plusieurs économistes, ce qu'ils ont proposé comme approche, si c'est un modèle idéal ou non. Donc, pour les marchés, l'autorégulation du marché peut être égalisée à un engin éternel. On peut supposer qu'il existe, mais puis on a des lois physiques qui, après, ne nous permettent pas de créer ce machine à mouvement perpétuel. Et puis, j'attire votre attention encore un aspect, c'est que c'est notamment sur des prêts agressifs et des conditions négatives que des milliards sont gagnés. Au début du siècle dernier, au début de ce siècle, on peut faire la conclusion que maintenant, on ne voit pas de service aux gens, au service à la population, mais quand même l'accumulation de la richesse, ce qui provoque également l'inégalité et puis engendre de conflits. Et où peut être l'issue de cette situation? La réponse à cette question ont été cherchées par beaucoup de chercheurs, beaucoup de scientifiques, mais le meilleur pronostic a été proposé par Daniel Bell, sociologue américain, qui a publié un ouvrage sur la société post-industrielle où
il a proposé sa vision de l'évolution de l'être humain dans les siècles à venir. À la différence de ses prédécesseurs qui ont parlé plutôt de la personne pour l'économie, au service de l'économie, Daniel Bell a mis en lumière l'amélioration de la qualité de vie. Et c'était primordial. Mais on se pose la question, mais comment on pourrait assurer cette qualité de vie? En fait, les lois naturelles, elles sont limitées par les lois naturelles. Donc, la personne doit s'occuper moins de travail physique que de travail intellectuel. Donc, l'excavateur a remplacé la pelle. Mais ça, c'est d'un côté. Mais d'un autre côté, la personne humaine a besoin de bonnes conditions de vie confortables, d'un environnement convivial. Et cela est possible grâce aux nouvelles technologies. Et là, on a besoin de ces nouvelles technologies de survie qui nous donnent la possibilité de travailler, de se développer normalement, d'apprendre des nouvelles choses et de répondre à nos besoins. Et de là découle directement cette conséquence qui est connue à tous les économistes et dont on parle beaucoup. Le secteur tertiaire se développe de manière intense et le secteur informationnel se développe aussi de manière intense. Et ces deux dispositions découlent de cette conception relative à cette société post-industrielle. Et nous avons déjà parlé plusieurs fois des technologies. Et maintenant, nous passons à la chose suivante, le développement technologique. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui de la 4e révolution industrielle. C'est bien cela, mais si on prend la logique de développement des révolutions industrielles, on peut regarder, et beaucoup de chercheurs le disent, et un des premiers à avoir parlé de cela, c'était Wiener. Et donc, la première révolution industrielle, c'est la fin du 18e, début du 19e siècle, lorsqu'on a inventé la machine à vapeur. Cette invention en elle-même, comme dans le cas de Ford, en fait, c'est l'action de la vapeur et la transformation de cette énergie, c'était connu depuis longtemps. Mais là, l'utilisation de cette machine est devenue industrielle. Mais qu'est-ce qu'une machine à vapeur? C'est une source d'énergie locale. D'où vient l'alimentation? Ça vient de quoi? De cette énergie qu'on met dans la machine. C'était quoi? C'était du charbon, des bûches, c'était des sources naturelles d'énergie. Et donc c'était des technologies faciles, comme quand on réchauffe de l'eau. Et on a pu transformer la chaleur en énergie mécanique. Et donc, cela nous a permis d'avancer. Et la machine à vapeur est envisagée comme un des facteurs d'apparition de la production de masse. Et le deuxième pas important, c'était l'invention du moteur à combustion interne. Donc, la voiture elle-même a été inventée par 3 ingénieurs, Daimler, Benz et Maybach. Et il n'y a pas longtemps, un nouveau modèle Maybach de la classe premium est apparu. Et l'invention de ce moteur, vous le savez, ce moteur donc, travaille grâce à l'électricité. Et si on se souvient de l'histoire, vous savez, les tramways électriques avaient été inventés depuis il y a longtemps. Et donc,
Après, la voiture est apparue et comme on avait la voiture et l'électricité, on a eu aussi un nouveau moyen de distribution de l'énergie. D'un côté, l'automobile brûle du carburant, on obtient de l'énergie mécanique, mais si à la sortie on met un générateur électrique, donc on obtient de l'énergie électrique. Et c'est comme ça que fonctionnent toutes les centrales électriques à gaz, à charbon. Il y a de la combustion et puis l'énergie mécanique est transformée en électricité. Et on a obtenu un autre moyen de distribution de l'énergie. On a obtenu de grands réseaux et jusqu'à il n'y a pas longtemps, notre énergie, on l'obtenait grâce à ces centrales électriques et cette énergie était distribuée ensuite. Et évidemment, dans ce cas-là, les sources d'énergie naturelles ne conviennent pas. Donc, il faut un autre combustible. Ça vient du pétrole. Le pétrole est traité. Et mieux il est traité, mieux, donc, la meilleure est la qualité du pétrole. Et donc, cela a provoqué tout un tas de nouvelles technologies, de nouvelles inventions. Ensuite, l'étape suivante, ça a été le développement des outils numériques et des sources d'énergie renouvelables. Vous savez, les sources d'énergie naturelle sont connues depuis longtemps. Donc, les moulins à vent, les voiles, les moulins à eau. Mais maintenant, les sources d'énergie renouvelables sont envisagées et c'est en même temps que les technologies de l'information, donc on les envisage comme une composante nouvelle. Et ici, alors nous avons affaire, attendez, peut-être que la troisième ligne n'est pas tout à fait correcte. Il faut ajouter les sources d'énergie renouvelables. Ayant créé ces sources d'énergie renouvelables, nous avons obtenu un autre effet. Nous avons obtenu la possibilité de changer le mode de distribution de l'énergie. On a parlé de cette distribution via des réseaux. On produit et puis d'abord on consomme. Et ici, la situation c'est l'inverse. On obtient de l'énergie, on la consomme et puis on la distribue, on la renvoie dans le réseau. Et ici, on utilise les forces de la nature et les moyens de traitement high-tech. Et c'est pour ça qu'on a besoin du numérique ici. Hein. Et enfin, donc, nous approchons de la quatrième révolution industrielle. On en a parlé pour la première fois lors du forum de Davos. Et donc, ça a été le pas suivant. Et ici, on parle surtout d'énergie, et là, la distribution de l'énergie a obtenu une autre qualité. C'est ce qu'on appelle les réseaux intelligents, les smart grids. Hein, ça dépend des producteurs. Hein, grâce à des systèmes de gestion, on peut équilibrer la distribution selon les besoins. Et l'un des éléments principaux, l'une des sources principales d'énergie, c'est l'électricité. Et ici, il y a une petite finesse. On a commencé par les sources naturelles, quand on pouvait juste nous appuyer sur la nature pour obtenir du carburant. Et là, on a fait un pas suivant. Et on s'est un peu éloigné de la nature, mais on va y revenir encore. Donc maintenant, je vais revenir à cette thèse dont j'ai parlé. Avec l'apparition des sources d'énergie renouvelables, nous avons obtenu un nouveau concept de distribution de l'énergie qui a été formulé par Alvin Toffler, un scientifique, plutôt un sociologue, qui a
étudié différentes questions concernant l'analyse de différents processus. Et il a proposé cette théorie de prosummation, producteur plus consommateur. On produit d'abord de l'énergie. Vous voyez sur cette image à droite, il y a ce moteur, cette éolienne, il transmet de l'énergie vers des batteries de stockage. Ensuite, donc il y a un transformateur, un inverteur, et puis l'énergie est transmise vers la maison. Donc d'abord on produit, non, d'abord on consomme, et puis ensuite on produit. On a d'abord utilisé l'énergie, et puis ensuite on l'a transmise dans le réseau. Puis, la 4e révolution industrielle, donc tout le monde parle de numérisation actuellement. Il y a beaucoup de débats qui sont en cours actuellement concernant cette économie numérique, quelles sont les perspectives d'avenir. Et pour mieux le comprendre, il faut revenir aux sources. Les bases ont été posées par Norbert Wiener au milieu du siècle dernier, quand il a formulé 5 positions de base auxquelles doivent correspondre les systèmes de calcul contemporains. Toutes ces caractéristiques sont tout à fait d'actualité aujourd'hui. Et donc, c'est sur ça que sont basés tous nos systèmes numériques. Quels sont ces principes? Tout d'abord, les systèmes doivent être numériques. Comme la pratique l'a montré, entre les systèmes analogiques et numériques, si on choisit entre les deux, les systèmes numériques se sont révélés plus dynamiques. Leur base élémentaire doit être constituée d'éléments électroniques. Donc, au premier stade, les machines de calcul étaient composées de lampes et aujourd'hui, sur chaque puce, vous avez un grand nombre d'éléments de calcul, mais qui restent électroniques. Et on n'a rien inventé de meilleur que ces systèmes électroniques. 3e point, il faut absolument utiliser le code binaire, le système binaire. Et cela, c'est tout à fait important. Il y a une question qui est simple. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être utile? Et il faut savoir que le système binaire nous parle de la chose suivante. Tout modèle, tout système peut être logique. Ça peut être une logique difficile, mais tout se résume à cette question. C'est 1 ou c'est 0? C'est l'un ou l'autre. Et nous comprenons qu'aucune machine de calcul, même la plus moderne, ne peut résoudre un problème sans suggestion. Vous savez, cette parabole, il y a un âne qui est au milieu d'un champ et il est au milieu de 2 tas de foin. Et il lui faut manger et il ne peut pas décider quel tas prendre parce que la distance est égale, les conditions sont égales, il ne sait pas lequel manger. Et finalement, l'âne est mort de faim. Donc, c'est une tâche facile. Et cela montre quelle est la différence entre l'intellect naturel et l'intelligence artificielle. L'homme résout ce problème facilement. Il prend n'importe quel tas. Donc, 4e point, cette suite d'actions doit être planifiée par la machine elle-même de manière à exclure toute intervention humaine dans le processus de résolution avant le résultat final. Voilà comment ça se passe. Et ce qu'on peut faire, c'est interrompre l'accomplissement de tel ou tel algorithme, mais on ne peut pas intervenir. Et 5e point, la machine doit avoir un système de stockage de ces informations. Elle doit pouvoir transmettre les infos à l'utilisateur et effacer ces informations s'il le faut. Donc, toute cette idéologie du développement de ces techniques numériques a été formulée par Norbert Wiener. On va essayer de faciliter la tâche. Vous savez, cette thèse concernant donc l'économie numérique, qu'est-ce que c'est? Alors,
Oui. Qu'est-ce que l'économie numérique? Le problème, c'est que cette notion d'économie numérique sonne un peu bizarre. Si on regarde cette économie, notre économie, tout est basé sur l'argent. L'argent, c'est le nombre, le chiffre. Quand les gens ont commencé à échanger, que ce soit un dollar, un rouble, un franc, un euro, une coquille, c'est un nombre, un chiffre. Et donc, de quoi parle-t-on? Il y a une transition vers une nouvelle plateforme technologique de production et de gestion. Voilà le sens. La tâche principale, selon Bell, c'est de diminuer l'effort physique de l'homme. Et qui alors va s'occuper de ça? Une machine, laquelle? Un robot. Et alors, comment il va savoir ce qu'il faut faire? Nous lui donnerons un ordre. Et comment? Grâce à un ordinateur. Et comment on explique ça à un ordinateur? Grâce à des nombres, des chiffres, 0, 1. Et comme ça, nous devons comprendre que le robot ne doit pas remplacer l'homme, il doit exécuter sa volonté. L'ordinateur est un moyen de transmettre la volonté de l'homme au robot. Et le chiffre, c'est un langage de communication entre l'homme et l'ordinateur. Voilà le sens de cette quatrième révolution industrielle. Et maintenant, nous passons à un autre problème. Toutes ces innovations technologiques, à quoi nous ont-elles mené alors? Nous avons parlé de ce qu'était de ce que c'était que l'économie numérique. Nous avons énuméré les points essentiels, mais nous avons obtenu beaucoup de technologies, mais on a obtenu aussi beaucoup de problèmes. Durant ces 100 dernières années, on a connu des catastrophes d'origine humaine. Et la première, justement, dont on va parler, donc on a eu des catastrophes nucléaires, évidemment, dans le golfe du Mexique et autres, mais on va parler surtout des catastrophes nucléaires. Tout d'abord, il faut se souvenir d'août 1945, lorsque il y a eu donc ce bombardement d'Hiroshima et la catastrophe suivante est arrivée aux États-Unis suite à des erreurs d'opérateurs. Cette catastrophe est survenue au 3 Mile Island aux États-Unis. La catastrophe suivante a eu lieu en 1986 à Tchernobyl, en Union soviétique. Cela a conduit à une destruction du réacteur, à des rejets nucléaires et à une pollution énorme de territoires, de grands territoires. Et cela est survenu aussi suite à des erreurs d'opérateurs et suite à des erreurs du système lui-même, d'erreurs de conception. Et l'une des dernières catastrophes, c'est arrivé à Fukushima, au Japon, cette catastrophe nucléaire, lorsque suite à des facteurs naturels, il y a eu une destruction complète du réacteur avec une pollution de la terre, des sols, etc. Toutes ces catastrophes, comme beaucoup d'autres, ont des côtés semblables. Un niveau insuffisant de culture. Concernant l'utilisation militaire, on voit qu'en 1945, en août 1945, la situation avec le Japon était déjà résolue. Et ce bombardement a été fait pour montrer à l'Union soviétique qu'il y avait d'autres armes dans le monde qui permettaient de dicter sa volonté au monde entier. Et après, on a trouvé la réponse assez vite. Mais cela, on peut dire que il s'agit d'un niveau de culture politique. Concernant le Tchernobyl, cela se rapporte à la culture de gestion.
malgré toutes ces instructions qui étaient là à l'époque, il y a eu des erreurs et puis ça a amené des catastrophes énormes. Et Fukushima, donc en fait, cette centrale était faite pour supporter les tremblements, les tsunamis, mais on n'a pas calculé, on n'a pas pensé qu'il pouvait y avoir deux facteurs à la fois qui pouvaient agir. Et autrefois, il y avait un projet de construction de centrales nucléaires à l'Extrême-Orient, en Union soviétique. Mais après avoir analysé la situation, on a compris que dans ces conditions-là, il était risqué de construire une centrale à cause de ces facteurs, parce que les tremblements pouvaient amener cela. On n'avait pas suffisamment de connaissances à l'époque. Mais c'est juste un côté. C'est le terrorisme technologique. Lorsque les technologies modernes sont utilisées pour les attentats. Là, on parle donc de l'attentat du 11 septembre 2001. Donc, on voit des bâtiments jumeaux qui ont été attaqués. Et en fait, les avions civils ont été utilisés comme une fusée. On comprend bien ce que c'est un avion civil. Et nous nous souvenons bien des raisons de cette catastrophe. Les technologies ne sont pas toujours utiles pour l'humanité, mais également présentent un danger. Donc, pour illustrer ce cas, donc je vous propose de vous souvenir de l'académicien de notre compatriote Les Catchers. On ne peut pas être limité toujours à l'écologie uniquement à des tâches de préservation, de sauvegarde de l'environnement biologique naturel. Pour la vie d'un homme, l'environnement créé par la culture de ses ancêtres et de lui-même n'est pas moins important. Donc, ce qui veut dire, lorsque on envisage notre nouvel environnement, il faut porter l'attention à la culture. Parce que parfois, les deux ne sont pas compatibles et ça doit bien être conforme au niveau de technologie. Donc, moi, je vous présente un modèle. Pourquoi ça se passe? Quelles sont les raisons? Là, c'est le modèle optique. Pour ceux qui connaissent bien le cursus physique de l'école, elle comprend bien qu'on a des lentilles de types différents, cumulant ou à l'inverse. Le résultat scientifique, c'est qu'il n'est pas breveté, mais il est publié. Donc, il est accessible à tout le monde. Et il se retrouve dans l'environnement comme ça, ce qui veut dire qu'il est diffusé partout dans le monde, qu'il est bien dispersé. Pas cumulé comme des lentilles, mais dispersé. Si c'est l'environnement culturel positif, on parle de l'évolution. S'il est dans l'environnement culturel négatif, on parle de soit dégradation ou des effets bien négatifs, et parfois inattendus. Et on doit comprendre quelle démarche on doit faire pour être aux côtés de l'évolution positive. L'autre scientifique, John Naisbitt, il a parlé des signes de zones polluées par la technologie. Donc, selon Naisbitt, nous préférons des solutions rapides dans tous les domaines, de la religion à une alimentation de saine. Il faut, là, dans le siècle bien rapide, il faut bien prendre la décision. Puis, nous craignons et nous vraiment adorons la technologie. Oui, on entend souvent que l'intelligence artificielle peut remplacer l'être humain. Mais l'intelligence artificielle, c'est bien technologie. Est-ce qu'on doit subir à cette technologie? Mais de l'autre côté,
de plus en plus, on entend parler de remplacement de tel ou tel produit ou service par l'intelligence artificielle, mais c'est une tendance bien dangereuse. Parce que parfois nos décisions, soit logiques ou illogiques, aux outils et instruments bien logiques. Ça, à mon avis, ça peut être appliqué uniquement au secteur bien formalisé, pas dans d'autres cas. Puis, on ne fait plus de distinction entre la réalité et la fantaisie, les fantaisies. On le voit bien sur l'exemple des enfants. Lorsque des enfants commencent à imaginer, c'est vrai qu'on ne voit plus la différence entre la réalité, on ne voit plus cette nuance de distinction entre les deux. Une fois, j'ai posé la question à une élève et elle me disait qu'elle lit actuellement un livre sur les dinosaures et elle m'a montré un ouvrage à 4 volumes sur le dinosaure et en fait, c'était des histoires virtuelles sur le dinosaure et même dès son enfance, l'élève, elle était déjà dans le monde virtuel parce que ces ouvrages-là étaient dans la virtualité et à mon avis, c'est dangereux. Prochain point suivant, on accepte la violence comme la norme. Si on regarde la télé ou les films qui sortent, on voit plutôt des thrillers ou l'histoire de guerre, d'horreur si vous voulez. Et ça nous incite à réfléchir. Pourquoi le film est tout objet d'art et quand même l'évolution de l'enfant et comment il a été grandi. On aime les technologies, comme les enfants aiment les jouets. Mais c'est vrai, oui, pour nous, c'est un vrai plaisir de voir fonctionner de nouvelles technologies, de nouvelles fonctions d'un appareil. Même là, on a une communication à distance, certainement, c'est la réponse à la situation où on s'est retrouvé. Pour moi, c'est un vrai plaisir de quand même d'être devant le public en présentiel. Mais pour nous, c'est quand même une démarche restrictive et j'espère qu'en perspective, nous pourrons organiser ces conférences en présentiel. Mais le problème réside au fait que dans notre enfance, on sortait dans les rues pour jouer avec les enfants et maintenant, les enfants, ils passent leur temps quand même avec des jeux virtuels pour le portable et ça prend beaucoup plus de temps de passer en virtualité, en monde virtuel, mais pas en communiquant. Et de cette chose a parlé Saint-Exupéry. Donc, moi, je passe à l'évolution de notre environnement d'habitation. Donc, on commence de l'origine. D'abord, l'être humain, il était en contact direct avec notre nature et lui-même, il gérait toutes les technologies qu'il a inventées ou qu'il créait. Par exemple, un outil tout simple, un outil de chasse, il comprenait bien comment ça fonctionnait et c'est lui qui gérait la technologie complète. Par exemple, comment tirer un tir à l'arc avec une flèche ou quelque chose comme ça. Puis, vous voyez en fonction de l'exemple des catastrophes naturelles ou des catastrophes qu'on a eues, vous voyez là cet exemple, un petit enfant, il ne peut pas utiliser la pompe lui-même pour la roue d'un véhicule. Vous voyez, on a un triangle de nature, technologie et homme. Et à partir de cet exemple, on voit que la technologie, elle influence quand même l'homme dans certaines mesures. Et à partir de ça, l'écologie comme science a vu le jour, qui nous a donné un autre schéma, la nature d'abord, puis la technologie et puis l'être humain. Et l'environnement contemporain, de lieu d'habitation de l'être humain, il faut parler dans les conditions actuelles, on doit parler de 4 éléments. C'est notre biologie, technologie, la culture
Et ce qui est apparu il n'y a pas longtemps, c'est l'information. Donc, c'est l'environnement informationnel. Là, on est toujours, on voit l'évolution de l'environnement informationnel. Puis, si vous voulez, on ne suit plus des cartes en papier. Maintenant, on utilise déjà les GPS sur nos smartphones. Il n'y a pas longtemps, à peu près il y a 10 ans, on a eu un nouvel secteur, l'écologie des technologies. En quoi ça réside? Le but principal de l'écologie des technologies, c'est l'étude de l'impact des objets créés artificiellement sur l'environnement biologique et l'activité de l'être humain. Donc, les principes de ce secteur, c'est la mise en place et l'utilisation des technologies qui ne correspondent pas au niveau de développement culturel. Cela provoque des catastrophes. Lorsqu'on parle de la différence entre le niveau culturel et l'utilisation des technologies, on a une catastrophe. On voit souvent, si on prend l'exemple des véhicules, si on voit une catastrophe routière où la personne en fait a souffert suite à une vitesse accélérée d'un véhicule, ou la situation inverse, par exemple la vitesse de 150 km par heure pour le conducteur qui n'est pas expérimenté, c'est la vitesse mortelle. Oui. Après, on voit dans les news sur les cas d'incidents. Deuxième point, que toute technologie, même la plus avancée et la plus socialement orientée, a ses limites. Et parfois, si ces limites sont franchies, peuvent causer des dommages comparables à un effet positif. Je peux pour illustrer, je vous donne un exemple de médicament. Par exemple, si un médecin nous a prescrit une dose bien précise, après, si on prend ça, on guérit. Si on ne respecte pas la dose prescrite, après, on pourrait avoir un effet bien inattendu. C'est de quoi je parle ici. L'être humain, autour de l'être humain, on voit un nouvel environnement qui est composé des éléments suivants. Dans notre monde matériel, on consomme toujours des produits et des prestations différentes. La première couche, donc, ce sont des produits et des services. La deuxième couche, c'est technologie elle-même et la technique. Donc, c'est ce qui crée des services et des produits. Et puis, c'est l'environnement où on vit, c'est la nature et 4 éléments principaux. Le secteur énergétique, le secteur matériel, le secteur de technologie digitale et le secteur de technologie de préservation de la vie. Ces 2 révolutions, avant on a parlé de ces 2 dernières, mais c'est vraiment au secteur matériel qu'on doit à ces deux nouveaux éléments. Par exemple, les batteries dans nos téléphones, c'est uniquement grâce au monde matériel qui était. Donc, la technologie ne pouvait pas exister sans cet élément-là. Ces 4 éléments principaux composent la base de toute évolution de l'humanité, si vous voulez, et de l'économie aussi. Puis, on passe à la prochaine étape. C'est là où on se retrouve au moment où on doit faire la transition de la révolution humanitaire vers la révolution technologique, donc axée sur l'être humain.
Donc, je vous cite Daniel Bell. Dans une société post-industrielle, l'enjeu principal est l'organisation de la science. Donc, la nature et les formes d'expression de la science par l'État, sa politisation, les problèmes sociologiques d'organisation de la recherche scientifique. Maintenant, ils ont une place centrale parmi les problèmes politiques de la société post-industrielle. En effet, nous avons commencé notre conférence que la science fondamentale nous donne des sciences principales sur les lois et les règles de développement de la personne et de la nature et leur liaison dans la société. La science fondamentale nous donne de nouvelles connaissances. Parmi les économistes et les chercheurs, il y a une approche que la science fondamentale, elle n'est pas institutionnalisée. À mon avis, ce n'est pas le cas. Il y a au moins 3 approches pratiques. La première approche pratique de la science fondamentale, c'est l'enseignement et l'éducation. Donc, tous nos manuels, en fait, ils ont pour base la science fondamentale. La physique, on commence par quoi? On commence par les lois d'Archimède, les lois de Newton. Indépendamment à quelle étape nous sommes actuellement. On apprend les lois de Newton à l'école. L'autre chose, par exemple, où on apprend des lois, les mêmes lois, mais bien approfondies déjà dans le cursus de physique à l'université, par exemple. Donc, si on parle de la science fondamentale, c'est le budget de notre éducation, au budget global de notre éducation. Deuxième point, deuxième approche pratique de la science fondamentale, et ce sont des technologies. Donc, je vais parler de nouveau de cet exemple que j'ai déjà cité plusieurs fois, c'est notre smartphone. Les travaux de notre lauréat du prix Nobel, Joris Alperovitch, qui a créé des structures hétérogènes grâce auxquelles nous avons réussi à élaborer des éléments nano qui se retrouvent dans nos smartphones et grâce auxquels nous les utilisons. Et la toute dernière approche pratique de la science fondamentale, c'est la responsabilité du développement. C'est l'approche des scientifiques dans la situation critique où l'armée napoléonienne a été entourée. Il a donné l'ordre. En fait, il a essayé de sauver tous les scientifiques à l'époque, tous les scientifiques et tous les véhicules. Pour lui, c'était l'idée principale. Qu'est-ce qui se passe après? Si on voit la structure du fonctionnement de notre vie, on voit bien que la politique s'est formée à partir des sciences fondamentales. Technologie également, elle se base sur la science fondamentale et toute l'économie, elle s'appuie sur la science fondamentale aussi. L'exemple tout simple qui répond à toutes ces questions que vous puissiez poser. Karl Marx, à l'époque, a proposé la théorie du capitalisme que vous connaissez tous, qui était la science fondamentale aussi. Et il existait en même temps la théorie socialisme qui a eu quand même sa continuation pratique. Moi, je ne vais pas donner mes commentaires personnels, mais là, vous pouvez voir, à partir de cet exemple de Marx, pourquoi on a besoin de cette science fondamentale. Et la défense et la sécurité aussi, c'est le pilier de ceci, c'est les sciences fondamentales, parce que c'est la base de tous les éléments que je vous ai énumérés. Non. Ceci étant, on pourrait formuler les lois économiques du développement scientifique et technologique. Le développement socio-économique, scientifique et technologique progressif, la valeur commerciale et sociale des résultats scientifiques fondamentaux augmente
constamment. Pour la première, on comprend bien, c'est l'éducation et l'enseignement. Et où est la valeur commerciale? Donc, moi, je reviens aux lois de Newton. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Lorsque Newton elle a ouvert toutes ces lois, il n'a même pas pensé que des constructions pareilles de notre siècle auraient pu exister. Par exemple, tous les véhicules, c'est également, ça vient de la loi de Newton. Et également des vaisseaux spatiaux, c'est grâce qu'on a actuellement, c'est grâce aux lois de Newton. Donc, ici, c'est vraiment inappréciable. Ces lois, si vous voulez, elles n'ont pas de valeur. Puis, la valeur commerciale des produits de haute technologie diminue constamment. Est-ce que vous vous souvenez de la qualité de smartphone d'il y a 20 ans? Et quelle est la qualité de portable d'aujourd'hui et quel est son prix? Je crois que c'est utile de comparer. Puis, troisième point, la science n'a pas de frontières. Vous comprenez bien que les lois fondamentales de la nature, elles fonctionnent malgré tout et la nature n'influence aucunement ces lois. Parfois, les réformes politiques et la structure politique, la gouvernance de l'État peuvent l'influencer, mais pas la nature. La science fondamentale va développer uniquement à l'endroit où les meilleures conditions pour ce développement ont été créées. Et le dernier point, c'est que les technologies ne peuvent pas être contradictoires aux lois de la nature. En effet, on doit correspondre aux lois principales de la nature. La loi de la conservation, de l'énergie, de l'impulsion, du mouvement, etc. Donc, nous approchons de cette notion de révolution humanitaire et technologique. Qu'est-ce que c'est? La variante la plus simple, c'est, on pourrait dire, améliorer la qualité de vie grâce aux nouvelles technologies. Donc, on doit résoudre les problèmes suivants. Vous vous souvenez, au début, on a parlé du fait qu'il existait ce qu'on appelle l'homo economicus. Et il vit pour travailler. Et donc, en fait, maintenant, le paradigme s'inverse. C'est l'économie qui doit travailler pour l'homme et non l'inverse. C'est les technologies qui doivent travailler pour l'homme. Mais pour cela, il faut une éducation adéquate. Et comme la situation change de manière rapide, nous devons proposer une bonne éducation pour que tout le monde puisse percevoir le sens des transformations et d'y répondre, de réagir de manière adéquate. Et il faut un vecteur social et humanitaire du développement technologique. Toutes les technologies doivent servir le bien de l'homme et non la destruction. Et donc, quel est ce schéma global alors? Nous avons défini 4 secteurs essentiels: secteur numérique, technologique, le secteur des matériaux, sciences de la vie et le secteur énergétique. Ce sont des secteurs technologiques. Qu'est-ce que ça donne? Ça provoque des changements dans l'environnement, dans le système d'éducation, dans la culture. Et quand tout cela se réunit, quand tout cela s'accumule, c'est là qu'on passe à une société post-industrielle. Voilà le sens de cette théorie de la révolution humanitaire. Donc maintenant, on va parler de ce passage au nouvel ordre mondial. Donc on est en train de passer à ce nouveau mode de vie. Par quoi est conditionnée la formation de ce nouvel agenda mondial? C'est l'épuisement des modèles de développement économique. Deuxième point, c'est la réévaluation des valeurs et le post-industrialisme
troisième point, c'est la vie humaine qui devient une priorité absolue. C'est la chose la plus précieuse, parce que si on ne fait pas cela, donc on peut se poser cette question, mais à quoi bon tout le reste? Ça n'a pas de sens. Donc le processus, le progrès scientifique et technologique, c'est quoi? Les énergies renouvelables, la modification de l'organisation de la production basée sur les technologies de l'information, des matériaux nouveaux, des technologies de préservation de la vie, et il y a aussi la transformation de l'habitat de l'homme. Donc le progrès scientifique, les catastrophes de nature humaine qui influent sur l'écologie au même titre que les catastrophes climatiques, et un nouvel habitat, nouvel environnement, et on ajoute aussi l'information. Et quelles sont ces transitions technologiques qu'on peut attendre? Alors, répétons-nous, la priorité pour le développement, c'est l'homme. Pour ce qui est du cadre de vie, donc, nous devons passer du biologique vers la culture, la science, la technologie, l'information, et il faut abandonner cette accumulation illimitée et passer à un mode de consommation responsable. C'est une question plus philosophique, mais en fait, il y a des limites à tout. Est-ce que ça a du sens de développer plus encore ces téléphones mobiles? Autrefois, il n'y avait pas de caméra sur ces téléphones mobiles. Ensuite, une caméra photo est apparue. Maintenant, on a 2 caméras photo. Est-ce qu'on a besoin de plus ou est-ce qu'il faut imposer des limites? Où est la fin? Et il y a beaucoup de questions qu'on peut poser concernant la technologie. Donc, il faut qu'on connaisse les limites à ce progrès technologique. Peut-être qu'il faut qu'on cherche d'autres sphères d'application, trouver quelque chose de nouveau. C'est une question, on n'a pas de réponse pour l'instant. Et enfin, il faut passer du collectivisme vers un individualisme contrôlé. C'est une transition qui est en cours, et ici aussi, il y a un aspect social, philosophique compliqué. Qu'on le veuille ou non, mais on vit dans un environnement social. Mais les ordinateurs nous séparent les uns des autres. Et là, nous avons une consommation qui est individualisée. Actuellement, nous pouvons, par exemple, créer notre propre automobile. Selon nos désirs, nous pouvons choisir notre propre moteur, notre système de gestion des éléments électroniques, comme si on pouvait, comme quand on coud un costume pour nous-mêmes. Donc, il y a cet aspect-là, mais il y a cet environnement qui est régulé par ce milieu informationnel. Évidemment, il y a une individualisation de l'activité aussi, mais on vit quand même dans une société. Et donc, tout ça, c'est des questions qui demandent à être approfondies. On ne fait que commencer à comprendre cela. Et donc, cela, il faut qu'on approfondisse tous ces aspects. Et en fin de compte, ici, nous avons 3 défis globaux qui exigent une réflexion, une étude profonde. C'est d'abord le changement du paradigme socio-économique. Donc, c'est l'économie qui doit travailler pour l'homme et non l'inverse. On a déjà parlé de cela, mais qu'on le veuille ou non, on a suivi longtemps ce concept selon lequel c'est l'homme qui doit travailler pour l'économie. Et donc, la question est de savoir comment on passe à ce paradigme nouveau sans bouleversement majeur. Et comment est-ce qu'on peut apprendre à vivre dans un nouveau milieu, dans un nouvel habitat, parce qu'on continue à vivre selon des concepts anciens. On ne parle pas de gaspillage, ne parle même pas de consommation illimitée. Donc, il y a ce problème de déchets qui est important. Et alors,
ce nouvel agenda va se former sur la base de la révolution humanitaire et technologique. Donc, on va terminer par cela. Et là, je vous présente quelques livres qui sont en russe, mais peut-être qu'ils seront traduits une fois. Je voudrais remercier, un jour, seront traduits. Je remercie tout le monde et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Vladimir, pour votre intervention complète, profonde, globale. Vous avez soulevé beaucoup de questions intéressantes qui préoccupent beaucoup d'entre nous actuellement. Et nous avons quelques questions de nos auditeurs, de nos spectateurs. Et je voudrais vous les poser. Oui, s'il vous plaît. Première question qui, en fait, dans le chat, nous avons actuellement une discussion très intéressante entre participants et un des éléments qui a touché tout le monde. Vous avez dit que l'une des ressources qu'on avait, c'était l'argent. Et là, on nous demande des commentaires sur ce point. Est-ce que l'argent vraiment est une ressource? Parce que qu'est-ce que l'argent actuellement? Est-ce que l'argent a de la valeur en lui-même? Est-ce que nous lui assignons une valeur ou est-ce qu'il y a une conjoncture? Alors, c'est une très bonne question. Quelle est l'histoire de l'argent? D'où, comment c'est venu? C'est une sorte d'équivalent du travail. Au lieu d'avoir des échanges naturels, donc on a inventé cet équivalent et chaque objet avait pour équivalent un autre objet où il y avait marqué un chiffre, un nombre, 1, 2, 3, 4. Alors, dans ce cas, l'argent, c'est une sorte de système. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand nous avons inventé l'argent, donc on s'est dit, il faut les stocker quelque part. Et on a inventé ces banques, les banques qui stockent notre argent, qui gardent notre argent. Et donc, on allait à la banque, on apportait notre argent ou alors on transmettait l'argent, on les faisait circuler d'un compte à un autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Les banques, vous savez, qu'est-ce qu'elles ont fait après? Les banques, c'est un mécanisme très intéressant. Nous n'avons pas beaucoup parlé de cela. On n'a parlé que du développement technologique, scientifique, mais il y a eu ce système de crédit qui a été inventé. Quand je veux lancer une affaire, je n'ai pas de ressources. Je vais à la banque et je prends un crédit. Et d'où la banque prend-elle son argent? Elle le prend à nous. Et ensuite, il y a des risques parce que le débiteur peut ne pas rendre l'argent. Donc la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je te rends 100 et tu me rends 110. Et elle sait que quelqu'un ne va pas lui rendre, mais il y a des risques qu'elle doit compenser. La banque, elle utilise vos ressources, mais quel est votre intérêt? Pour que ça soit intéressant pour vous, elle vous donne des intérêts. Et donc, elle donne un crédit à 10% et vous, elle vous donne 2%. Donc, la banque compense comme ça ses risques. Et dans ce cas, l'argent, c'est une ressource. Mais qu'est-ce qui se passe après? La banque accumule beaucoup d'argent comme ça. Et qu'est-ce qu'elle fait de cet argent? Elle utilise cet argent pour elle-même. Bon. Et le reste, elle peut investir cet argent. Et dans ce cas, l'argent est une ressource, mais il y a un autre côté. Puisque c'est comme ça, pourquoi est-ce que je peux ne pas penser à prendre le pouvoir? Et c'est là qu'il y a un remplacement de notion, parce qu'au lieu d'être une ressource, l'argent devient un instrument de gestion, parce que toute la gestion se retrouve dans les mains des banques. Voilà d'où vient la gestion. Mais il y a un autre danger. L'argent, donc qu'est-ce que c'est? C'est des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le même espace numérique. C'est un espace virtuel. Et donc, on a une situation où
la gestion passe dans la sphère bancaire, ça veut dire que cet espace virtuel nous dirige. Cette intelligence artificielle, ces algorithmes qui sont définis, c'est ça qui nous gouverne et c'est ça le danger. Et donc l'argent, d'abord, c'était une ressource. Et maintenant, c'est un instrument de gestion. Et on voit l'endroit où ça s'accumule. Et l'accès à l'argent est devenu très compliqué. Et c'est pour cela que ça s'est devenu compliqué. Donc la fonction d'une banque, qu'est-ce qu'elles font? Elles vendent de l'argent. Regardez. Vous leur demandez un prêt de 100 et vous leur rendez 110. Vous voyez? Donc, voilà le sens en fait de ce problème. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je pense que oui. En fait, c'est une question, c'est une réponse très profonde et on commence à avoir une autre vision sur l'argent et sur tout ce qui se passe. Deuxième question. Il y a une opinion selon laquelle le progrès technologique et scientifique a ralenti après les années 1970 et rien de nouveau n'a été inventé. Et en fait, toutes ces nouvelles découvertes se passent de manière beaucoup plus lente qu'avant, que dans les années 1920, 50. Je pense qu'on parle de sciences fondamentales. Il ne s'agit pas de nouveaux smartphones, mais vraiment de choses globales, fondamentales. Comment pouvez-vous commenter cela? Quelle est votre vision? Ce n'est pas tout à fait cela. En fait, quand on parle de progrès scientifique et technique, on parle surtout de technologie. Et quand on parle de progrès technique, de la technologie, dans ce cas, il est difficile de dire que ça ralentit. C'est devenu moins perceptible. Regardez, de nouveaux médicaments sont apparus, de nouveaux moyens de traitement médicamenteux sont apparus qui permettent d'augmenter l'espérance de vie. Autrefois, beaucoup de maladies qui n'étaient pas, pour lesquelles on n'avait pas de traitement, maintenant on peut les traiter. Je ne parle pas uniquement de l'oncologie, mais beaucoup d'autres maladies. Donc il y a eu un progrès dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des moyens de calcul, il y a eu un progrès scientifique. Au niveau des technologies, ça va. Au moins, au niveau de la science fondamentale, on peut être d'accord. Nous savons que la vitesse, nous savons quelle est la vitesse du vent, donc vitesse maximale. On sait qu'on ne peut pas créer un moteur éternel, donc on est allé jusqu'à la limite. Dans beaucoup de domaines, on va jusqu'à la fin, mais il y a des domaines où on n'a pas encore atteint la fin. Par exemple, en termes d'exploration d'un univers lointain ou en termes d'études de l'atome. Et le coût de ces études augmente. Si on prend le premier accélérateur qui a été inventé, donc le diamètre était de 5 cm, par exemple. Et donc, c'était le premier accélérateur des particules élémentaires. Et si on regarde ce grand collisionneur de particules, imaginez le coût. Aucun pays au monde ne peut mener tout un spectre d'études fondamentales. Tout grand projet scientifique est fait en coopération avec d'autres pays. Les ressources sont limitées. On a de plus en plus de tâches qui sont difficiles, mais ça devient de plus en plus coûteux. Donc là, c'est un premier point. Et deuxième point, ce n'est pas toujours évident la vitesse avec laquelle on peut appliquer les connaissances. Röntgen a reçu son premier prix en 1911 pour la radioactivité. Et le premier réacteur atomique a été lancé en 1944. Donc, depuis la découverte du laser, Prokhorov a obtenu sa prime en
ça prime et puis l'utilisation intensive a commencé 15-20 années après. Donc, il y a un laps de temps assez important entre la découverte et l'application, la première application. Et donc, peut-être les découvertes qu'on fait aujourd'hui, on ne connaîtra leur valeur que dans 20-15 ans. Donc, c'est un peu comme ça que je répondrai. Mais on s'approche quand même de valeurs limites, hein, on peut dire. D'autres questions? On a une question, un commentaire, me semble-t-il, je vais le lire. Ça vient de Vyacheslav Moussaïev. Question, tout ce qui a été dit, c'est bien, mais la science fondamentale a ses instruments d'obtention des connaissances. Cela n'a pas été dit. Vous avez parlé de cette catastrophe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez, l'acte terroriste avec des avions. Vous avez parlé de l'impact de l'avion, mais en fait, le bâtiment a été détruit à cause des explosions en bas dans le sous-sol. Et cela avait été préparé pendant des jours. Alors bon, même avec l'avion, ce n'est pas une tâche triviale. Mais je peux vous dire que je me suis occupée de ces situations. Je voulais présenter un schéma. Et lorsque l'avion qui par exemple le carburant de haute technologie, vous voyez la première image, dès que l'avion carburant de haute technologie, et vous voyez là, il y a de fumée. Et pourquoi on voit ce feu-là? Parce que c'est la construction en haute technologie, il brûle très rapidement de manière fulgurante. Et la dernière question est la suivante. Comment on peut-être combiner le fait que la société post-industrielle est liée à l'augmentation de la qualité de vie de l'humanité, comment ce fait peut être combiné aux efforts pour la préservation de l'environnement, parce qu'apparemment, si la technologie d'innovation est développée, cela veut dire qu'on a beaucoup plus de produits, d'innovation technologique. Cela nécessite l'utilisation de beaucoup de ressources et d'énergie, par exemple la forêt, de l'eau. Est-ce que ça peut être conforme à la préservation de l'écologie de l'environnement ou c'est en fait contradictoire? Je vous explique. Par exemple, pour les premiers lieux d'habitation de l'être humain, comment ils ont pu vivre? Est-ce que c'était une qualité de vie qui était bien élevée lorsque les gens ont habité dans les grottes? Cela nécessite la réflexion des relations philosophiques et également économiques pour bien comprendre combien doit consommer la personne. Pourquoi on a besoin d'accumulation sans cesse? On ne voit pas en fait ce chiffre. La question la plus simple, quel appartement une personne a besoin? De quel appartement une personne a besoin pour vivre dans le confort? Apparemment, c'est individuel, mais de toute façon, parfois, on a besoin d'un lit de 2 mètres sur 2. La question de la culture, de l'attitude, d'évolution, par exemple, d'un enfant et de formation de secrétaire, c'est tout d'abord
Dans quel contexte on en a besoin? À quel point et dans quelle mesure nous avons cette nécessité? On voit l'évolution de tous ces processus. Le pronostic qu'on le voit se réaliser, mais ces approches pratiques, il faut bien les analyser. Pourquoi on appelle cette évolution comme ça, technologique et humanitaire? Parce qu'on porte attention également à la qualité de vie, mais également au système de valeurs. Votre réponse était parfaite, la question n'était pas facile. Je tiens à vous remercier pour cette conférence. J'essaie toujours d'analyser quel public nous a regardé. On a eu beaucoup de Français qui ont organisé un vrai débat dans notre chat. Et ils ont pris comme des repères les positions que vous avez formulées. Les processus social, économique, philosophique, vous les avez tous mis en lumière. Et nous avons porté également l'attention aux questions de la culture et notamment les liens entre la culture et le développement technologique. Votre présentation en français, bien illustrative, a joué un très bon rôle. Je tiens à remercier l'un des spectateurs, Victoria Ivanova. Je tiens à remercier parce qu'elle était à l'initiative de ce projet. À part ça, je tiens à remercier tous les participants et tous ceux qui ont pris part pour la réalisation de cette conférence. Tout d'abord, notre chef de projet, Madame Marina Ignatieva, qui vous a choisi tout d'abord comme un interlocuteur et qui a choisi donc, les questions. Donc, Marina, comme je vous ai dit, est la chef de projet de la science et de l'éducation. J'espère que nous allons continuer ce cycle. Je tiens à remercier notre spécialiste en informatique, Vladimir Sekletov, qui a réussi à organiser cette conférence parfaitement, qui a réalisé sans faille, et nos interprètes qui ont également réussi ce travail, parce qu'il y avait des notions, des termes spéciaux, mais quand même, elles se sont bien débrouillées. Nous espérons que cette rencontre n'est pas la dernière. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est quand même la démarche restrictive là que nous organisons cette conférence à distance. Mais nous espérons quand même continuer ce cycle en présentiel. Avec vous, avec l'Académie des sciences de Russie. Et après la réanimation, entre guillemets, des contacts de notre coopération, notre salle, nos locaux du Centre culturel russe sont à vous. Après la rencontre d'aujourd'hui, il engendre apparemment pas mal de questions que nous allons analyser pour pouvoir formuler des sujets que vous pourriez dévoiler la prochaine fois. Je crois que cette conférence, elle était la réussite. Je rajoute quelques mots. Tout d'abord, je tiens à remercier vous, Monsieur Volkov, comme un vrai initiateur de ce projet, et qui était chargé des tâches principales pour la réalisation de cette réunion importante. Marina, je vous en remercie beaucoup. Pour moi, c'était très agréable de collaborer avec vous. En ce qui concerne les perspectives, on a déjà quelques propositions pour la suite de ce cycle. Et donc, d'ici quelques temps, je vous ferai parvenir mes idées pour la suite de ce cycle de conférences.
Oui, moi j'ai bien pris en compte vos idées sur l'espace, mais j'ai eu également des propositions sur les dinosaures. Puis je vous en parlerai en détail et je vous en remercie beaucoup et je serai reconnaissant si vous m'envoyez un lien sur YouTube pour cette conférence. Je vous remercie. Au revoir.